Bonjour à tous, ici Monsieur Marié pour la correction du sujet d'Asie, jour 1 2025, qui vient de sortir. On est jour 1, on l'a corrigé. Et on va s'intéresser tout de suite ensemble à ce sujet qui est difficile. De la thermo, ça parle pas à tout le monde, et de la synthèse organique, c'est pas à tasse de thé non plus à tout le monde. On va essayer de faire ça le plus clairement possible. Je m'excuse d'avance si je tousse, je suis en extinction de voix et j'essaye. Je suis sur la fin, mais bon, j'essayerai de ne pas faire trop de bruit dérangeant. Donc, Asie, jour 1, exercice 1, installation sanitaire. Donc, on a ici un chauffage de l'eau par panneau solaire. Donc, on regarde un petit peu le. Donc là, je suis sur Labo Lycée pour avoir le sujet. Hein, la correction est à peine sortie pour les deux premiers exos. Pour la troisième, elle n'est pas sortie encore. Donc, on est le premier. Chauffage de l'eau, vous avez un système qui capte des rayons lumineux, qui le transforme ensuite en chaleur qui le transporte via un fluide caloporteur jusqu'à un ballon d'eau chaude, donc votre cumulus. Ok. Ici, on vous demande en première question d'identifier le mode de transfert thermique qui intervient au niveau du panneau solaire. Au niveau du panneau solaire, vous recevez des rayons lumineux, ça les transforme du coup en chaleur pour votre fluide, hop, caloporteur. Et de ce fait, j'ai répondu que c'était par rayonnement. Ici, vous recevez bien sûr l'énergie par rayonnement. Deuxième question, entre le fluide caloporteur chaud et l'eau sanitaire du cumulus. Donc là, on est ici au niveau de la séparation, si vous suivez mon curseur. Donc le fluide caloporteur, en fait, n'est jamais mélangé à l'eau du cumulus. Donc ça se fait par conduction. Le fait que ça touche un tuyau qui est chaud avec de l'eau froide. L'eau froide va se réchauffer. Ok. Donc B par conduction. Là, vous pouvez avoir à ma gauche là-bas, enfin pour vous c'est votre gauche aussi d'ailleurs, la correction du coup ici, donc question B j'ai mis par conduction, et enfin C, entre l'eau chaude qui est en bas du cumulus et l'eau froide qui est en haut, en fait vous allez avoir des cellules de convection qui vont se faire, où l'eau chaude va monter, l'eau froide va descendre, via une différence de densité, ça c'est connu, et vous le savez. Voilà, moi c'est une question qui est assez facile. Donc là ici on voit que le fluide caloporteur en fait est séparé de la structure basse du panneau solaire via un petit isolant. Donc le but du jeu ici, d'ailleurs je me suis mal relu quand j'ai fait le sujet, donc là je l'ai corrigé en rouge hein, ce que vous voyez à l'écran. On va en parler tout à l'heure, mais en gros le but c'est que l'isolant en fait permette la meilleure transition thermique de votre énergie. Hein. Donc question, on vous demande de calculer la valeur de la résistance thermique RTH, un isolant en résine de mélamine d'épaisseur E égale 5 cm, 5,0 cm, et pour un panneau de surface S égale 5,0 m². Donc le RTH, on a été gentil avec vous, on vous l'a donné ici, RTH c'est E sur lambda S. Donc c'est ce que j'ai remarqué à côté ici, hein, sur ma copie. Ça fait 5,010-2 mètres. Attention, l'épaisseur petit e doit être exprimée en mètres. Donc n'oubliez pas de convertir ça en mètres. Ça on le divise par 0,033 qui correspond du coup à votre résine de mélamine, le lambda qui est ici. Et on fait x 5,0, donc ça c'est votre S, la surface en mètres carrés, qu'on n'a pas besoin de toucher, pas besoin de retoucher parce qu'elle est déjà en mètres carrés, donc tout va bien. Ça vous donne du coup environ 0,30 en watts par Kelvin. Donc 3,0 10 1. Ensuite, sachant la structure basse du panneau de température θP 20 degrés Celsius et que le fluide caloporteur à température θC, donc du coup θ panneau et θ caloporteur 45 degrés Celsius, déterminé à la valeur du flux thermique phi traversant l'isolant en résine de mélamine. Alors ici votre flux on vous l'a donné aussi, c'est delta θ sur RTH, où delta θ est la température, enfin la différence de température entre la température supérieure et inférieure de l'isolant. Bon là on va prendre le sens positif, hein, parce qu'on va avoir le flux dans son sens positif, son sens direct, son sens réel. Donc le flux c'est delta θ, donc 45 moins 20, divisé par RTH, le 0,30 qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc c'est ce que j'ai marqué dans la copie, 45 moins 20, divisé par le 3,010 moins 1, que j'ai marqué en rouge, que je l'ai rajouté a posteriori, j'avais pas de calculatrice sur moi à ce moment-là, vu qu'elle était en prêt. Voilà, donc ça nous donne environ 83 watts. Ok, par là. Question 4. Indiquant en justifiant le sens du transfert thermique entre la structure basse du panneau et le fluide caloporteur. Donc ici, en toute logique, normalement le transfert thermique devrait se faire normalement du fluide, du panneau, de la base du panneau qui a accumulé la chaleur vers le fluide caloporteur qui va la transmettre. Mais le problème, c'est qu'ici, en fait, ça va toujours aller du sens du plus chaud vers le moins chaud, celui qui a le plus de température et celui qui en a le moins.
Et bah ici, bah, le caloporteur est donc plus chaud que la base du panneau, donc le fluide caloporteur va donner la chaleur à la structure basse du panneau solaire. Voilà. Ici, le panneau solaire n'est pas chaud. Le fluide caloporteur l'est, donc du coup, bah, c'est le fluide caloporteur qui réchauffe le panneau. C'est contre-intuitif. Normalement, c'est le panneau qui devrait chauffer le fluide. Mais ici, au vu des températures qu'on nous donne, c'est ça la bonne réponse. C'est toujours celui qui a le plus de degrés Celsius vers celui qui en a le moins. Donc attention, ne pas se faire emporter par la logique ici. On va dire que c'est un panneau, ben, je sais pas, le fluide était chaud, et on est en fin de journée, le soleil s'est couché, le panneau est froid, ben, c'est l'inverse. Ce qui se passe, on perd de la chaleur du coup du fluide vers le panneau. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Comparant en justifiant son calcul la valeur du fluide thermique calculé précédemment à celle du fluide thermique qui traverserait le même dispositif pour un isolant en mousse de polyuréthane rigide. Alors là, il faut que je remonte un petit peu parce que vous ne le voyez plus. La mousse de polyuréthane rigide, elle est à 0,025, ok, et ici, il ne faut pas faire de calcul. Donc j'ai repris la formule du flux, donc phi égale à delta θ sur RTH, et RTH c'est quoi? Bah c'est E sur lambda S, donc du coup divisé par E sur lambda S, bah, c'est comme faire fois lambda S sur E, et on voit qu'il y a ici une relation de proportionnalité entre phi et lambda, donc en fait plus vous voulez un phi qui est grand, plus vous voulez un lambda qui est grand. Et bah, la mousse de polyuréthane, regardez bien, elle est plus petite que la résine de mélamine, donc ça veut dire que si on porte notre choix sur une mousse en polyuréthane rigide, et bien notre flux va diminuer, et quand vous allez avoir du coup le panneau solaire qui va recevoir de la chaleur, et bien il va moins efficacement donner un flux caloporteur, et donc du coup votre cumulus va moins bien chauffer. Donc ici, on veut un lambda qui soit grand. Il faut que la chaleur soit communiquée. D'ailleurs, j'ai corrigé sur ma copie, je me suis mal relu, j'ai mis petit. Non, non. Il faut un lambda qui est grand. Voilà le commenter, le choix de l'isolant, il faut un lambda qui est grand. Donc ici, on a bien choisi entre les deux. Le cumulus blablabla, donc ça c'est des données. Donner l'expression de la variation d'énergie interne delta U de l'eau contenue au cumulus en fonction de la capacité thermique CO, du volume V, de la masse volumique ρO et des températures initiales θI et θF de l'eau. Donc ici, vous savez que normalement, la variation d'énergie interne, bah, c'est égal à mCp dt. Donc ici, mc ρ dt. Et ben, non, mc delta t, pardon. Et votre delta U, bah, vu qu'ici on veut faire apparaître le volume et la masse volumique, et ben, il suffit de poser que ρ, en fait, c'est égal à m sur v. Donc que m est égal à ρO fois v. Et du coup, bah, vous trouvez logiquement que delta U est égal à m. Pardon, je l'ai remplacé. Donc ρO fois v fois CO fois la différence de température, donc fois delta F moins delta I. Ok? Donc c'est ce que j'ai marqué normalement sur ma feuille, je vais la bouger un petit peu, voilà. Donc ici j'étais un peu vite, hein, lors de la résolution, moi j'ai posé le premier principe de la thermo directement, sans réfléchir, et bon, j'ai répondu à la question 7 en même temps. Donc dans le cas où vous avez répondu à la question 7 avant moi, enfin comme moi avant, bah en fait vous avez posé que le premier principe de la thermo, ce qu'on vous demande dans la question 7, bah c'est égal à W plus Q. Sauf que, on dit que votre cumulus, il est pas mobile. En général, il n'y a pas de cumulus qui bouge. Hein. Donc il n'y a pas de travail dessus, il n'y a pas de mouvement, donc votre W égale 0. Et votre énergie interne est donc de ce fait égale à votre échange de chaleur, sauf que il faut poser qu'on est sur un fluide incompressible. Et sur un fluide incompressible, du coup, on peut poser que Q, c'est égal à ρO fois V fois CO, la capacité thermique de l'eau, fois la différence des températures finales moins initiales. Ok, c'est ce que j'ai marqué normalement au niveau de la double flèche. Ok. Question 8. Calculer la valeur de la puissance thermique PTH fournie par le chauffe-eau solaire. Donc PTH, on vous donne PR ici, qui est égal à 600 watts par mètre carré. On vous donne la surface en mètre carré. Une puissance, bah vous savez que c'est en watts. Donc il suffit de multiplier la puissance PR par la surface du panneau solaire. Et donc du coup ça vous fait 600 fois 5,0, ce qui vous donne du coup 3,0 10 puissance 3 watts. Attention, j'ai rajouté en rouge, si le panneau solaire était parfait. Ça veut dire que si jamais l'entièreté des rayonnements sont convertis en chaleur sans perte par effet Joule. Mais vous avez vu en enseignement scientifique que ce n'est pas vrai. Donc il faut absolument le prendre en compte dans la question 9. D'ailleurs, dans la correction officielle, il est pris en compte dans la question 8. Moi, je l'ai pris en compte dans la question 9.
Le tout, c'est que ça apparaisse, quoi. Il faut absolument le dire. Et donc, du coup, le delta U, bah, c'est égal à la puissance thermique de votre panneau solaire fois sa durée d'utilisation fois le rendement. Donc, c'est là où j'ai marqué le 77%. Donc, vous l'avez ici en bas de page au niveau de la question 9. Sauf que delta U, bah, c'est pas que PTH fois delta T fois 77%, c'est aussi ρ fois V fois CO fois θF fois θI. Ce qu'on a vu dans la question précédente. Et donc, ça vous donne, bah, logiquement, hop, tac, je change de page, que bah, delta T, ben c'est en fait ρO fois V fois CO fois θF moins θI divisé par PTH, tout ça fois 100 sur 77. Ok. Et ça vous donne 1,1 puissance 4 secondes, soit environ 3 heures. On vous demande de commenter ce résultat, et en fait, il faut vous rendre compte que 150 litres d'eau dans un cumulus, bah, ça prend un certain temps à chauffer. Et ça veut dire qu'en 3 heures d'ensoleillement, ce qui sur une journée en général, ça se produit, hein, même en météo assez moche, vous avez 3 heures d'ensoleillement, ça se fait. Hein. Il n'est peut-être pas efficace, ça prendra un peu plus de temps, mais 3 heures de bon ensoleillement dans une journée, vous avez quasiment à coup sûr vos 150 litres d'eau qui sont chauds à la fin de la journée, il n'y a pas de problème. Donc c'est acceptable. Voilà, c'est enfin, 3 heures pour chauffer de l'eau, c'est acceptable. Sachant qu'en été, du coup, si tout le monde a bouffé l'eau chaude avant, ben, en 3 heures, vous avez à nouveau votre cumulus qui est plein, mais en général, on utilise un peu moins d'eau chaude en été, bon bref. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie 1. Partie 2, vous avez du coup maintenant la thématique d'un suppresseur. Donc suppresseur, c'est quoi? En fait, c'est quelque chose qui, quand vous avez un cumulus qui est par exemple au rez-de-chaussée et vous habitez au premier étage, bah, il faut que le cumulus il vous envoie une assez grosse pression pour que ça puisse sortir là-haut. Sinon, l'eau, bah, elle reste dans le tuyau. Et c'est un peu dommage. Donc ici, on vous demande en question numéro 10, indiquer en justifiant la relation entre le débit volumique D1 à l'entrée du cumulus et D2 à la robinet à l'étage. Donc, normalement, vous avez la conservation des débits volumiques qui fonctionne. Donc c'est-à-dire que normalement D1 égale D2, enfin, le produit V1 fois S, la vitesse de l'eau dans votre tuyau fois la section de ce tuyau est normalement constante d'un bout à l'autre du circuit. Ça, normalement, ça marche tout le temps. Donc D1 égale D2. En question 11, on demande d'en déduire, bah, du coup, la vitesse de l'eau du robinet à l'étage et de dire que c'est effectivement égal à 1,8 mètres par seconde. Bah, vous posez que V2, enfin que V1 S1 égale V2 S2. Donc V2, bah, c'est V1 S1 sur S2, et donc bah, vous posez 1,0 fois 2,0 fois 10-4, divisé par 1,1 10-4, et vous calculez, ça donne 1,8 mètres par seconde, on trouve bien ce qui était prévu. Déterminer la valeur de la pression, question 12, de l'eau à P2 à la sortie du robinet à l'étage en appliquant la relation de Bernoulli. On n'était pas trop dégueu avec vous quand même sur ça. La relation de Bernoulli, on vous l'a rappelé ici. Donc ça. La relation de Bernoulli, elle dit quoi? Bah, comme sur ma copie, hein, donc du coup, vous avez 1 demi de ρO fois V carré plus ρ GZ plus pression égale constante. Ça veut dire qu'à la base du cumulus ou au premier étage au robinet, normalement, vous avez la même chose. Ce qui veut dire que vous pouvez du coup dire l'entièreté de la relation de Bernoulli à l'entrée du cumulus est égale à l'entièreté de la relation de Bernoulli à la sortie du robinet au premier étage ou au deuxième étage, je ne sais plus à quel étage j'habite. Et du coup, vous pouvez poser l'égalité que j'ai mis là. Oui, mais mon curseur, vous n'allez pas le voir à la vidéo. Donc, juste ici. Sauf que, vu que le robinet, il est au premier étage, mais que le cumulus, il est au rez-de-chaussée, on considère que c'est attitude 0. Donc, le terme en ρO GZ1, normalement, s'annule. Et quand vous passez P2, et que vous passez P2 à gauche et vous l'isoliez, bah, normalement, ça vous donne 1 demi de ρO, juste là. Tac, fois V1 carré moins V2 carré, moins ρO GZ2, plus P1. Et tout ça, quand ben, vous le mettez en application numérique, vous avez tout ce qui est là. Et, j'ai pas pris, voilà. Et ça vous donne 2,5 10 puissance 5 pascal environ, soit 2,5 bar. On vous demandait du coup de déterminer en question 13 si on avait besoin effectivement ben, pour ce couple d'un suppresseur. Et quand on remonte, ben, en fait ce dispositif, on vous dit là, est monté à l'entrée de l'installation si la pression de l'eau distribuée est inférieure à 2 bars. On a 2,5, c'est très bien. Donc pas besoin de suppresseur pour ce couple. Voilà. Exercice numéro 2.
Pollution ammoniacale, donc là on est sur de la chimie maintenant. On vous demande en première question de définir un acide selon Bronsted. Bon, un acide selon Bronsted, de toute façon vous n'avez pas vu un autre acide selon quelque chose, donc sauf si vous avez vu le programme de première année de sup. Vous connaissez rien d'autre, hein. Enfin moi je connais que Lewis après en termes d'acide, mais bon c'est à peu de choses près c'est pareil. Alors du coup, qu'est-ce que c'est? Un acide, selon Bronsted, c'est une espèce qui est capable de libérer un ou plusieurs protons. Ion H+, c'est mieux quand même. Mais bon, c'est pareil. Question 2. Établir le schéma de Lewis de l'ammoniac. Comment on fait pour établir un schéma de Lewis de manière stricte et rigoureuse? Première étape, vous devez prendre les numéros atomiques de chacun. Donc ici, vous prenez le numéro atomique. C'est là-haut, là, devant mon Q2. Vous prenez le numéro atomique de N et de H, sachant que H, attention, il y en a 3. Le N, il y en a 7 d'électrons, le H, il n'y en a qu'un seul. Vous faites la structure électronique, donc pour N, c'est 1 S2, 2 S2, 2 P3, et pour H, c'est 1 S1. Vous soulignez la couche de valence. 5 électrons de valence pour N, un seul pour H, ce qui fait un nombre d'électrons de valence totale de 5 plus 3 fois 1, oui, égale à 8 électrons. 8 électrons que vous répartissez en doublés. Donc vu qu'il y a 2 électrons par doublé, bah ça vous fait 8 par 2, 4 doublés. Et vous pouvez mettre votre atome, du coup, qui fait le plus de liaisons au centre, le N. Vous mettez les 3 H autour, ça fait 3 traits. Et un doublé non liant pour le N qui spécifie, du coup, ces 2 électrons qu'il n'a pas mis en commun avec d'autres atomes. Voilà comment on fait, du coup, le NH3. À la question 3, on vous demande de représenter le diagramme de prédominance du couple ion-ammonium, donc NH4+, et l'ammoniac QUE, du coup NH3. Donc NH3, quand c'est marqué QUE, c'est l'ammoniac du coup dissous dans l'eau. Et quand on le marque ammoniac IAC, du coup ça c'est l'ammoniac gazeux. Voilà, je vois que dans le sujet ils font pas de distinction. La question 2 est marquée ammoniac C et question 3 ammoniac QE. Bah en fait il y a une petite imprécision. C'est que l'ammoniac gazeux du coup c'est avec un C, l'ammoniac dissous dans l'eau c'est QE. Voilà, la distinction elle est là. C'est pas une erreur de... Les deux se disent, les deux s'écrivent, mais attention ça représente pas la même espèce en termes d'état physique. Donc le diagramme de prédominance. La seule chose que vous devez savoir dans le diagramme de prédominance, c'est la frontière entre les deux espèces. Donc, l'espèce acide, elle est à gauche, toujours. L'espèce basique, elle est à droite, toujours. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir jusqu'à quand ça s'arrête. Et ça, c'est la valeur qu'on appelle le pK. Le pK, vous l'avez dans les données juste au-dessus, ici. On vous dit que l'ion ammonium et l'ammoniac se séparent, du coup, à 9,22 en termes de pK. Alors, se séparent. Les domaines de prédominance se séparent à 9,22. Ça veut dire qu'à pH égale pK, vous avez égalité entre les concentrations de l'acide et de la base conjuguée d'un même couple. Ça veut dire que vous avez NH4+ égale NH3. Et bien vous faites un axe horizontal, mettez une flèche, au bout mettez pH. À droite de 9,22, bah du coup c'est la base qui prédomine. À gauche de 9,22, bah, c'est l'acide qui prédomine. Et puis c'est tout, c'est terminé. Rien de plus à faire. Vous avez tous les points. Identifiant, justifiant l'espèce ammoniaque prédominante d'un échantillon prélevé. Alors l'échantillon prélevé, on dit un échantillon d'eau prélevée à 22 grammes d'une rivière, son pH égale à 7,2. 7,2 c'est supérieur ou c'est inférieur à 9,22? Je vous laisse réfléchir. Voilà, je pense que vous avez mis la vidéo sur pause, mais je pense que non en fait, vous avez très bien compris que 9,22 c'était supérieur à 7,2, donc on est dans le domaine acide, donc l'espèce qui prédomine, bah, c'est un H4+. De toute façon, si vous avez inversé lors du concours, bah, la suite de l'énoncé vous dit qu'on va s'intéresser seulement aux ions NH4+. Regardez, c'est marqué là en souligné. Dans une exercice, seul ion ammonium sera pris en compte. Pourquoi? Bah parce qu'il est prédominant. Voilà. Donc si l'autre il est pas là, ben on l'étudie pas. Donc ça c'était un gros indice. Hein. Écrit en italique et souligné. Alors on a réalisé blablabla, et on vous demande de choisir la verre réutilisée pour une dilution. Bon ça c'est vraiment le truc aux ECO, vous avez dû le taper à 100% pour ceux qui ont pris chimie. Ceux qui ont pris physique, ben... paix à votre âme. Non, vous avez dû réussir, je suis désolé, c'était une mauvaise blague de chimiste. Mais tous ceux qui ont tapé chimie et les titrages, normalement, la dilution, vous étiez en plein dedans. Donc, comment on fait une dilution? Vous avez une solution mère, ici, qui est solution mère S0, disponible au laboratoire, et vous voulez préparer 50 ml, 50,0 ml, une solution titrante S, qui est 10 fois moins concentrée, parce que vous allez la diluer 10 fois. Alors déjà, quand vous voyez, on prépare 50,0 ml d'une solution diluée, on parle de la solution fille.
Donc ça veut dire que ce volume qu'on veut faire de solution phi, bah, c'est le volume de la fiole qui va accueillir cette dilution. Donc il faut absolument la prendre, cette information. Donc premièrement, c'est ce que j'ai mis juste à côté de moi là, ici. Quand vous avez volume de solution phi ou volume final, c'est le volume de la fiole que vous voulez prendre, la fiole jaugée que vous voulez prendre. Donc ici, vous voulez une fiole jaugée de 50 ml. 50 ml, du coup, combien on met de solution mère? Bah, il faut prélever du coup quelque chose qui, dilué 10 fois, va donner 50 ml. Donc si vous rajoutez de sorte à avoir 10 fois le volume égal 50 ml, bah, le volume, bah, c'est 50 divisé par 10, soit 5 ml. Donc vous voulez une pipette jaugée de 5,0 ml. Et c'est tout. Tout ce qu'on vous demande. Alors ensuite, on a une superbe conductivité. Dans la conductivité, c'est pas très dur à faire. Ça, normalement, vous voyez, hein, quand il y a un angle comme ça, vous pouvez tracer deux droites et il y a un angle. Au croisement des deux, vous avez le volume équivalent. Ça, c'est la conductimétrie. C'est super simple, c'est super bien réalisable. Donc, on est sur la question numéro 5, donc 6. Justifier sans calcul l'évolution de la courbe de la figure 1 avant et après équivalence. Alors, je vais cacher la courbe, parce qu'en fait, ça se fait sans. Je m'excuse. Par contre, je vais quand même montrer ma réponse. On va être sport. Hop. Ah bah tiens, je l'avais mis là. Voilà. Donc, au niveau de ceci, vous avez, avant équivalence, on est sur le sujet. Avant équivalence, du coup, bah, NH4+, c'est l'espèce qui se fait titrer, et H- c'est l'espèce titrante. Ça veut dire que l'espèce titrante, c'est celle que j'ai dans la burette. Dans la burette, c'est-à-dire que chaque goutte que je mets avant l'équivalence, ça va être entièrement consommé. Donc en fait, avant l'équivalence, H- n'existe pas dans le bécher, ou alors il existe très brièvement avant de se faire entièrement consommer. Je vous rappelle qu'un titrage, c'est basé sur une réaction qui est totale, unique et rapide, donc H- il ne devrait pas rester longtemps. Vous avez du coup ajout d'H-, mais qui ne reste pas, donc 0, et vous avez ajout avec H- de Na+. Na+, c'est un ion qui marche en conductimétrie. Attention, c'est la seule fois où les espèces spectatrices comptent, et il ne faut absolument pas les oublier. Donc c'est un ion qui est rajouté, qui va augmenter en termes de concentration. Mais vous avez NH4+, qui est là, et qui diminue en fonction du temps. Donc en gros, si je résume, il y a un ion qui disparaît, un ion qui apparaît. Il faut savoir qui travaille le mieux. En général, pour mes élèves, je prends l'exemple d'une boîte de pizza. Quand j'ai une boîte, c'est une entreprise. Hein. En entreprise de pizza, vous avez plusieurs livreurs, ok, et vous avez viré quelqu'un pour prendre quelqu'un d'autre. Est-ce que votre chiffre d'affaires va augmenter? Bah, ça dépend de comment travaille le nouveau par rapport à l'ancien. Et ben la conductimétrie, c'est pareil. Vous avez disparition d'un ion au profit d'un autre, qui travaille le mieux entre les deux pour conduire le courant. Et ben il va falloir regarder ce qu'on appelle les conductivités ioniques molaires. Et ça, c'est le petit lambda que vous aviez au-dessus. On va aller le chercher. Donc les conductivités molaires ioniques, bon, ça se dit dans les deux sens. Lambda 0 en millisiemens millisiemens mètre carré par mol. Bah ici, on va comparer NH4+ et Na+. NH4+ disparaît, Na+ apparaît. On perd quelqu'un qui travaille à 7,35 contre quelqu'un qui travaille à 5,01. Donc si je prends ça, c'est-à-dire que NH4+, il livre 7,35 pizzas pendant que l'autre, Na+, il en fait 5 dans la même durée. Donc on est au courant que NH4+, il travaillait mieux que Na+, qui apparaît. Donc ça veut dire que normalement, ma conductivité, elle devrait un petit peu baisser. Suite de la réaction, à l'équivalent, j'ai disparition des deux ions, ok, et j'ai que Na+. Donc là, je devrais avoir un minimum. Sauf que dès la goutte suivante que je mets de NaOH, bah en fait, j'ai toujours pas d'NH4+, j'ai un petit peu plus de Na+, une goutte en plus, mais j'ai aussi maintenant H- bah, qui ne réagit plus, qui ne disparaît plus, et qui va pouvoir travailler lui aussi en tant que porteur de charge. Et donc logiquement, vu que j'ai deux ions contraints juste avant, Na+, il travaille toujours pareil, mais H- en renfort, ça travaille bien mieux. Et là, on a vraiment une hausse significative de la conductivité. Ok? Donc voilà pour la question 6. La question 7, on demande de déterminer la valeur du volume V1E d'hydroxyde de sodium versé à l'équivalence en explicitant la méthode utilisée. En fait, voilà, comme j'ai mis sur mon petit schéma, bon là j'ai fait ça à la va-vite. Hein. Vous avez des points. La première partie de la courbe, c'est une affine, vous la tracez. La deuxième partie de la courbe, c'est une affine, vous la tracez. Et normalement, vous avez deux droites, hein, une qui passe bien par ici
et l'autre qui passe bien là-bas. Et le croisement des deux, en fait, alors c'est entre 10 et 11, la correction officielle l'a mis à 11. Moi, je trouve à 10 et demi. Les calculs, c'est pareil. J'ai pris 11 parce que, bah, vu que j'ai toujours pas récupéré ma calculatrice, c'était plus simple à calculer. Donc là, ici, j'ai pris 11. Et du coup, pour 11, tac, ça me donne à l'équivalence, du coup, C1 VE est égal à C2V. Donc 3,50 10-4, ça c'était la concentration, vous l'aviez ici, hein. Ça c'était la concentration C1 de votre solution titrante. Et fois 11,0, ça c'est en millilitres le volume équivalent, divisé par 200, le volume V, il est juste au-dessus, le volume V 200,0 millilitres de l'échantillon prélevé. Ok? Bien sûr, 200 millilitres plus ou moins 11, on va négliger le facteur de dilution de l'ajout de l'espèce titrante dans le bécher réactionnel. Mais bon, ça, vous le saviez, de toute façon, on le prend que très rarement en considération. Voilà. On a fini, non? Indiquer si l'échantillon de rivière est pollué par l'azote ammoniacal. Bah ici, on voit bien que l'azote ammoniacal, bah, ça combien qu'il est pollué déjà? On va remonter sur l'information. Blablabla. L'objectif de cet exercice est de déterminer si un échantillon de rivière pollué. Dans les eaux, la présence d'azote ammoniacal ne doit pas dépasser 0,10 mg par litre. Donc du coup, là, dans ma correction ici, je vais l'augmenter un peu en termes de taille. Ah, c'était pas cette fenêtre-là. Non plus. Non, bah, quand même. Voilà. On va augmenter un peu, hein. Autant se faire plaisir sur la taille. Voilà. Donc pour l'azote ammoniacal, vous voyez qu'on a trouvé 1,93 10-5 mol par litre. Et pour avoir du coup la concentration en grammes par litre, bah, je vous rappelle que Cm égale Cm. Que Cm, la concentration massique, est égale à C fois M. Donc c'est la concentration en mol par litre fois la masse molaire. Donc là, bah, vous faites 1,93 10-5 fois 14 plus 4 fois 1,0. Attention, on ne prend pas la masse molaire de NH3, on considère l'ion ammonium, NH4+. Et NH4 et NH4+, c'est pareil à un électron près, l'électron ne joue pas un rôle significatif dans la masse, donc on prend celle du noyau. Et la masse molaire de NH4 ou NH4+, c'est significativement la même chose. Donc ici, c'est pas NH3 qu'il faut prendre, c'est NH4. Donc la masse molaire de l'ion ammonium, c'est pas 17, c'est 18,0 g par litre. Grammes par mol. Ce qui vous donne du coup 93 10-5 fois 18. Je m'excuse. Et ça vous fait 3,5 10-4 grammes par litre, soit 0,35 mg par litre. C'est 3 fois et demi la dose autorisée. Donc du coup ici on est bien pollué, quoi. On passe à l'exercice numéro 3. Donc un exercice de chimie organique. Et ici, du coup, l'arôme de poire sur 4 points. Bon, 4 points, c'est pas très rentable, vu le travail que ça demande. Après, c'est pas fait en longtemps, hein. Là, en 20 minutes, normalement, c'est plié par un candidat. Si vous avez bien compris ce que c'était. Alors, vous avez ici... première question. Définir un isomère de constitution. Alors, un isomère, c'est quoi? C'est deux molécules. D'ailleurs, on dit que deux molécules sont isomères l'une de l'autre. Ça qui est chiant dans la question, c'est qu'on n'a pas un seul isomère. C'est un isomère par rapport à une autre molécule. Et ça, il faut le dire. Donc, un isomère de constitution, qu'est-ce que c'est? Ce sont deux molécules qui ont la même formule brute, mais pas la même formule développée. Après, il y a plusieurs types d'isomérie. Isomérie de fonction. Par exemple, on a un alcool ou un hétéroxyde. Bon, bah là, on a la même liste. Dans la formule brute, on a un oxygène, un nombre de carbone et d'hydrogène bien spécifique. Mais au lieu de faire un OH, bah, vous avez un COC. Et bon, bah, c'est pas la même chose. Vous avez un isomère de position. Donc par exemple, on a la différence entre un butanol ou un butane de ol. Bah, le ol, il n'est pas sur la même position du carbone. Ça peut donner lieu à différentes propriétés. D'ailleurs, la position du OH sur ce genre de choses influe sur l'oxydation. Vous avez vu en première. On peut oxyder un aldéhyde, mais on ne peut pas oxyder une cétone. Donc un butanol, butane 1-ol j'entends,
peut se faire oxyder 2 fois, alors que le butane de Hall qu'une seule fois. Voilà, la différence est entre les deux, donc c'est important de distinguer les isomères de position aussi. Et enfin le dernier, celui qu'on va voir maintenant, celui qu'on demande de définir, l'isomère de constitution, bah, ce sont des deux molécules qui ont les mêmes fonctions chimiques, qui ont les mêmes formules brutes, mais bah, en fait, le reste, c'est pas fait pareil. Voilà. Donc, même formule brute, pas même formule développée, et pourtant, la présence de fonctions identiques, donc fonctions chimiques identiques. Voilà, donc ça peut être une distinction de chaîne carbonée, ça peut être une distinction, et ça vous allez le voir après en sup, vous avez des isomères, je sais pas, sur un alcène par exemple, vous avez les deux groupements les plus gros sont de part et d'autre de la double liaison, alors que les autres sont du même côté, ce qu'on appelle cis et trans. Vous avez dans des carbones asymétriques les R et les S en isomères optiques. Bref, isomères de configuration on appelle ça d'ailleurs. Et qui donnent une déviation optique. Enfin bref, je rentre pas plus dans le détail, ça vous intéresse pas, sûrement pas. Il y en a pour qui ça intéresse, mais ça, ben rendez-vous l'année prochaine. Identifier en justifiant l'isomère dans la formule correspond à l'éthanoate de pentyl. Alors là, il faut vous référer à vos règles de nomenclature. Je vous rappelle qu'un ester, vous avez toujours du côté du haut, donc là on est tout en haut de page, hein. Du côté du haut simplement lié, si on coupe la liaison ici, vous avez ce qu'on appelle un ion alcoolate. Et un ion alcoolate va dépendre de la nomenclature de la chaîne carbonée qu'il y a avant le carbone qui porte les deux oxygènes. Donc si je prends la molécule A, ici, on est sur un pentanoate d'éthyle, alors que ici, on a un éthanoate de pentyl. Ok ? Donc l'éthanoate de pentyl, c'est la molécule B. C'est la molécule où si vous enlevez la chaîne carbonée qui est seulement portée par un seul oxygène, qu'est-ce qui reste ? Ben, il reste ici un ion éthanoate. D'où le éthanoate de pentyl. Ok ? Voilà, j'essaie de faire ça clair sur ma correction ici. Mais la nomenclature en chimie organique, c'est assez codifié normalement, soit vous savez, soit vous savez pas. Voilà, donc si vous ne comprenez pas ce que je dis, il va falloir vous replonger dans vos cours de nomenclature, malheureusement. Question 3. Je sais que le spectre infrarouge présenté sur la figure 1 qui est juste en dessous peut correspondre aux deux isomères A et B. En fait, ce sont les isomères de constitution, donc vous ne pouvez pas les distinguer par formule chimique, vous ne pouvez pas les distinguer par nombre de carbone, vous ne pouvez pas les distinguer par plein de choses. Donc là, en fait, votre infrarouge ne va pas donner grand-chose. Votre infrarouge, en fait, ça va analyser les liaisons qu'il y a entre les molécules, entre les atomes, pardon. Donc forcément, ici, tout ce qu'on peut voir, c'est qu'à 1750, bon, après, moi, je les connais par cœur, donc ça aide. Sinon, pour vous, vous aviez un tableau avec tout ce qu'il fallait regarder, hein, bien sûr, mais je vous laisse l'avoir en parallèle. À 1750, ici, en cm-1, vous avez systématiquement une liaison CO double. La liaison CO double, ça caractérise soit un aldéhyde, soit un ester, soit un carboxylique, soit une cétone. En général, ça apparaît quelque part, allez, on est à 20 cm-1 de différence. On remarque pas la différence entre un carboxylique et un ester. C'est très très... Donc ici, on sait qu'il y a une CO double. C'est tout. Quand on a un spectre, d'ailleurs ça c'est un spectre d'école, c'est un spectre de type parfait. Ça veut dire c'est un spectre qu'on donne en examen, et en général quand vous allez arriver en supérieur, vous allez utiliser votre spectro infrarouge pour pouvoir avoir un spectre de cette qualité-là, ça va être le bazar partout, vous allez voir, il n'y a rien qui va. Donc ça c'est un spectre d'école, bien purifié, malgré que vous pensez ça bordélique, moi je trouve ça idéal. Et donc du coup cette bande-là, qui est ici, ce pic qui est là, correspond à une C double liaison O. Il va falloir chercher d'autres indices maintenant. Est-ce qu'on a, comme dans l'énoncé, des liaisons OH qui correspondent à soit un alcool, soit un carboxylique ? Eh bien ici, vous n'avez pas la grosse bande. Alors moi, pour mes étudiants, comme pour mes élèves, donc que ce soit en supérieur ou en lycée, je leur dis en gros, il y a deux bandes qu'il faut vraiment apprendre par cœur. C'est la fine et forte au niveau 1750 pour la carboxylique, pour la carbonyle, donc C double liaison O. Et aussi la grosse et dégueu que vous avez à 3000. En général, une grosse dégueu à 3000, c'est OH, qu'il soit lié, simple,
OH. Alcool ou carboxylique. Ça peut arriver. L'alcool est plus grand et le carboxylique un peu plus décalé. Là, ici, qu'elle soit fine comme ça, c'est que c'est ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas de OH. Fine comme ça à 3000, en général, c'est des CH. Il y en a beaucoup dans la molécule. Regardez les 2 molécules qu'on a. Il y a énormément de liaisons CH. Donc, c'est pas étonnant que ça apparaisse. Ok? Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Là, il y a des CH. Là, il y a une CO. Ça, on ne sait pas. Et d'ailleurs, même par cœur, je ne le sais pas. Et vous n'avez pas de présence de OH. Ce qui peut correspondre, du coup, à vos 2 formules qui sont ici. Il n'y a pas de liaison OH. Il y a plein de CH. Et il y a une CW liaison O. Voilà. Vous ne pouvez pas, par l'infrarouge, s'il y avait commenté, bah, ce serait ça qu'il faudrait dire, on ne peut pas par infrarouge distinguer les deux. Donc ça peut correspondre aux deux, soit à l'un, soit à l'autre, mais on ne sait pas qui. La question, c'était de justifier que ça peut correspondre aux deux. Ça correspond aux deux. Question résolue. Partie 2, vous avez un protocole, d'ailleurs je ne l'ai même pas lu. C'est 2 avantages que présente le montage à reflux. Alors ça, par contre, le montage à reflux, j'ai même mes secondes maintenant, ils sont habitués, ça y est, ils connaissent par cœur le montage à reflux. Montage à reflux. Accélération de la vitesse de réaction parce que vous chauffez quelque chose, donc c'est un facteur cinétique, et vous pouvez le chauffer bien comme il faut. D'ailleurs, le risque de chauffer, avec un chauffage normal, c'est d'avoir une évaporation de vos produits, du coup, qui sont volatiles, qui vont passer en phase gazeuse et partout hors du bécher. Bah, on va venir l'emprisonner avec un réfrigérant, et c'est ça qui permet d'avoir un montage à reflux comme étant quelque chose d'opérationnel et de vachement agréable. C'est que le réfrigérant, en fait, il va refroidir les vapeurs et il va les forcer à retourner réagir. Donc, en fait, vos réactifs, ils sont piégés dans le montage à reflux, obligés de réagir. Ça veut dire que, de 1, bah, vous réagissez mieux, donc ça accélère la réaction. Ça réagit mieux, donc vous augmentez le rendement, et puis en plus, vous n'avez pas de perte de matière. Voilà les 3 qu'il fallait dire. Bon, après, la perte de matière et rendement, ça tourne un peu sous le sens, c'est un petit peu lié. Donc c'est plus 2 que 3 ici, même si je détaillais en 3. 5, on a une courbe, ici on a une belle asymptote, là apparemment bah, la réaction va pas jusqu'au bout, elle se stagne ici. 5, exprimer puis calculer le quotient réactionnel initial QR0. Bon bah exprimer le quotient réactionnel, c'est le produit des concentrations des produits divisé par le produit des concentrations des réactifs. Et ici il y a un truc qui m'a beaucoup choqué dans la conception du sujet, c'est que toutes vos espèces ici, elles sont à l'état liquide. Du vinaigre à l'état liquide. Les gars. Pour avoir des concentrations, il faut que ce soit dans l'eau. Donc si j'ai pas AQ, normalement, je devrais même pas avoir de QR. Donc ici, la vraie chose qu'on aurait dû mettre, c'est AQ, AQ, AQ et l'eau liquide. Ok, tout le monde est dans l'eau, en fait. Si vous avez réaction dans l'eau, normalement c'est comme ça que ça marche. Bon. En admettant. Qu'on ne soit pas dans l'eau mais dans un autre solvant. On aurait dû mettre dans l'autre solvant. Enfin, pas liquide. Voilà, pas liquide. Donc ici, on va dire que ça marche quand même avec le produit des concentrations à l'état liquide. Mais c'est moi, ça me dérange en tant que chimiste de mettre ça. Bref, c'est pas le problème. Vous avez ça à composer, ben on fait avec. Donc qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai marqué que QR0, sur ma copie juste là, j'ai honte de ce que j'ai marqué, mais bon. C'est C4H12O2 liquide en concentration. En plus, c'est en concentration en soluté apportée qu'on marque ça. C'est complètement fou de marquer ça. Mais bon. Divisé par la concentration des autres produits, des autres réactifs. Ok? Et je peux le mettre sous la forme M sur M, rho V sur grand M et N sur M. Non, c'est un M que j'aurais dû mettre ici, il y a une erreur. Ok, donc pour avoir que des quantités de matière, parce qu'en fait, le volume dans lequel tout le monde est plongé est le même. Donc que ce soit en concentration ou en quantité de matière, ça donne la même égalité. Sauf que, de toute façon, ça règle pas le problème, c'est qu'à t égale 0, il n'y a pas de produit. Donc, si le produit c'est 0, bah, le quotient est égal à 0. Donc, à t égale 0, le quotient est égal à 0. Voilà. Et vu que la constante de réaction, on vous la donne, elle a pour valeur 4, ben, QR est inférieur à K, donc du coup, on va dans le sens direct. Voilà. Ça, c'était pour la question suivante. Question 6. Ok. Alors, la question 6, c'est fait. Il me reste plus que ma question 7.
Par contre, ouais, on va peut-être augmenter un petit peu la taille, non? On va augmenter la taille. Tac. Alors, en considérant pardon, la réaction comme totale, bah en fait, on a deux réactifs, donc on va voir qui c'est qui vient à manquer en premier. Le premier, on l'a introduit à 0,814 en densité, donc c'est-à-dire en masse volumique, en grammes par millilitre, fois 54,0 en millilitres, divisé par 88 grammes par mol, bah en fait, ça vous donne 0,500 mol. Et c'est bon. Allez, c'est 0,4995. Donc, quand j'arrondis au nombre de chiffres négatifs signifiant, hein, donc ça fait 0,500. 0,500, l'autre il est à 0,5. Bah en fait, on est dans les proportions stoichiométriques. Et donc Xmax, bah, ça fait 0,50. J'ai pris le moins précis des deux. Je trouvais ça plus cool de prendre le moins précis des deux. Voilà. Sur le graphique de la figure 2, pour la question 8, on demande de calculer le rendement. Bah, le rendement, qu'est-ce qu'il va me dire? Bah déjà, ça, ici, j'ai une asymptote horizontale, c'est-à-dire que ici, on ne va pas aller plus loin dans la réaction. Et si je zoome, je peux pas zoomer. Là, on est à 0,33 en mol d'ester formé à l'état final. Donc, mon XF est égal à 0,33 mol. Mon Xmax, c'était 0,50. Donc, mon rendement, bah, c'est la division, c'est le quotient de XF sur Xmax. Et XF sur Xmax, 0,33 sur 0,50, ça me fait 66%. Voilà le rendement R de la réaction. 9. Comment je pourrais augmenter, comment je pourrais améliorer ce rendement? Donc ça, c'est la fin de mon sujet. Voilà. La fin de mon sujet et ici la fin de ma réponse. Je veux bien... Voilà, ici. Bah en fait, c'est que A, B, C et D, quand on les regarde, ça paraît intéressant. Mais ça ne l'est pas vraiment quand on regarde bien. Parce que la A, la C et la D, en fait, augmenter les quantités de matière, augmenter la température, enfin la concentration, augmenter la température, augmenter le catalyseur, bah ça va améliorer votre vitesse de réaction, mais en fait, en tant que courbe, ça va faire quoi? Ça va faire juste que ça va plus vite augmenter vers 0,33, mais stagner à 0,33. Allez, peut-être qu'en augmentant la température, vous arrivez à 0,34. Voilà, parce qu'on vous dit au début, la constante K de cet équilibre qui dépend peu de la température, elle dépend pas à 0 de la température, elle dépend un petit peu de la température. Donc ça veut dire que peut-être que la température, ça va augmenter un tout petit peu. Mais augmenter les concentrations, ben, ça va juste influer sur votre vitesse de réaction. Augmenter le catalyseur, ça va augmenter la vitesse de réaction. C'est tout. Voilà. C'est uniquement ça. Donc ça veut dire que ici, là, ce qu'on attendait de vous, c'était ni A, ni C, ni D. En gros, ce qu'on voulait de vous, c'était de répondre la B. La B, pourquoi elle est bonne? Votre réaction ici, elle va dans les deux sens. C'est une double flèche. Donc ça veut dire que si vous avez présence des réactifs, on va dans le sens direct. Mais si vous avez présence des deux produits, vous allez aussi dans le sens indirect. Comment vous voulez empêcher une transformation? Bah, vous supprimez les deux réactifs. C'est-à-dire que si vous enlevez tout le vinaigre, par exemple, et ben on n'a que la réaction dans le sens indirect. Par contre, si on enlève l'eau de l'autre côté, bah, ça veut dire qu'on va favoriser le sens direct et la formation de l'ester. Donc si vous éliminez l'eau petit à petit, en fait, au cours de la transformation, bah, vous allez augmenter votre rendement et déplacer votre équilibre vers un état qui est quasi maximal. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le principe de Le Chatelier. Et c'est fini. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous souhaite du coup une bonne réussite pour le bac la semaine prochaine normalement. À demain pour le jour 2.